Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour, bienvenue à tous sur Juste Milieu pour une toute nouvelle émission. Quelle surprise! Je suis en très bonne compagnie aujourd'hui parce que on va parler économie, finance, on va commenter l'actualité de l'économie. Et l'actualité économique, vous l'aurez compris, et j'ai la chance d'être avec Lucas Marchand des investisseurs. Salut Lucas, est-ce que ça va déjà? Ça va très très bien. Bonjour Rémi, merci de m'inviter. Je suis vraiment ravi et flatté d'être ici avec toi pour cette première édition d'une émission qui n'a pas encore de nom, je crois d'ailleurs. C'est tout nouveau, c'est tout nouveau. À l'heure où on enregistre, effectivement, on n'a pas de nom. C'est quasiment du direct live, mais c'est le plaisir. Sur Juste Milieu, vous savez, on bricole et on avait à cœur de vous proposer en fait une nouvelle émission sur des thématiques qu'on n'aborde pas beaucoup. Et je sais que vous êtes nombreux à me demander, mais l'économie, c'est pas mon truc. Moi, faut me parler Marlène Schiappa, faut me parler Emmanuel Macron, scandale, je suis au rendez-vous. Mais sur l'économie, il faut des spécialistes et c'est pour ça que tu es là, Lucas, aujourd'hui. Et on va y aller pleine balle. Forcément, une question qui taraude beaucoup de monde, c'est l'inflation. Qu'est-ce qui se passe? On est à 2 chiffres en Grande-Bretagne, ça explose de partout. Alors en France, dans l'Hexagone, on en est où, Lucas, sur cette question-là? Qu'est-ce qui se passe? Alors pour comprendre ce qui se passe avec l'inflation, je pense qu'il faut comprendre d'où on vient, le contexte. Il ne suffit pas de dire oui, les prix sont en train d'augmenter, c'est l'inflation. Tout ça, ça suit une logique en fait qui remonte déjà au Covid en fait. Voilà comment les choses se sont passées. On a eu le Covid, vous savez comment ça s'est passé, on a tout fermé, on pensait qu'on aurait une immense récession, qui ne s'est pas en fait passé tout à fait, puisque les États sont intervenus massivement, c'était des interventions historiques, où les États ont commencé à injecter de la monnaie et à payer tout simplement les gens, malgré la fermeture de l'activité économique. Et là, il s'est passé un truc qui était vraiment inattendu, c'est que les gens ont continué à consommer massivement. Mais ils se sont mis à consommer plus tout à fait de la même manière qu'avant. C'est-à-dire qu'ils ont commencé beaucoup à acheter des choses en ligne, à aller sur Amazon, se payer de l'épicerie, des CD, des je ne sais quoi, améliorer leur intérieur, des meubles, tous des trucs pour leur maison. Ça a fait que en fait, la demande de produits a été différente de ce qu'elle était avant, et en plus, elle a été massive. Et ça a été couplé avec une fermeture de l'économie, des fermetures d'entreprises dans le monde entier en même temps. Et ça, ce que ça a créé, c'est des déséquilibres en fait d'offres et de demande, et aussi une désorganisation en fait des chaînes d'approvisionnement, les bateaux qui traversent les océans, les camions qui livrent, etc. Et ça a fait en fait que certains produits, et on l'a vu très vite pendant le Covid, le premier truc qu'il n'y avait plus dans les rayons, c'était le papier toilette. Et pour dire à quel point c'est réel et concret ça, c'est que tout à coup, le prix d'un rouleau de papier toilette a explosé parce qu'il n'y en avait tout simplement plus. Et ce phénomène-là, qui était très visible et qui était très rapide et qui était très conjoncturel, très temporaire, en fait, il existe de façon beaucoup plus structurelle dans ce qui est en train de se passer maintenant dans nos économies. Et donc, on s'est retrouvé avec cette économie vraiment déséquilibrée. En parallèle de ça, comme je l'ai dit, on a eu beaucoup d'argent en fait, qui a été mis dans la poche des gens directement, ce qui est appelé parfois l'hélicoptère money. Notamment aux États-Unis, c'est quelque chose qui était très fort, mais dans tous les pays du monde. C'est le quoi qu'il en coûte en France. C'est le quoi qu'il en coûte. Et donc les gens se sont retrouvés aussi avec cet argent en fait, qu'ils se sont mis à dépenser, qu'ils se sont mis à utiliser. Et ça aussi, ça a stimulé en fait la machine économique. Et ensuite, on a eu les vaccins, on a eu des réouvertures qui ont aussi lancé une nouvelle vague de consommation, plus sur les services cette fois-ci. Et donc, on a vraiment ces effets de déséquilibre avec une économie qui change en permanence, une offre et une demande qui changent en permanence, ce qui crée vraiment cette difficulté à maintenir des prix bas. Et puis, on a aussi, bien sûr, tout cet argent qui a été injecté dans l'économie qui fait que ça augmente probablement, on ne sait pas jusqu'à quel point. Les gens qui vous disent « Ah oui, mais c'est parce qu'on a fait marcher la planche à billets. Ouais. » Alors, c'est pas si simple, parce que si on avait fait marcher la planche à billets maintenant et que ça a créé cette inflation, ça aurait été la même chose en 2008. Après 2008, quand on a commencé à faire ces politiques-là, tout le monde s'attendait à de l'inflation, mais on ne l'a pas eu. Donc on sait qu'en partie, le problème, il vient aussi de ce côté un peu logistique, comme ça. Donc c'est un problème de faire arriver les bons produits aux bonnes personnes, et pas seulement un problème de combien d'argent on a injecté dans l'économie. Donc voilà, oui. Et tout ça en plus sur fond de conflit Russie-Ukraine, qui a pas. Et ça c'est la suite de l'histoire, parce qu'aujourd'hui les gens ils se souviennent que de ça, mais je pense que c'est hyper important de commencer par ça en fait. On en était là, on allait sortir de cette crise du Covid, et tout à coup est arrivé par-dessus tout ça, cette crise qu'il y a en Ukraine. Et ça a créé une tension
très importante sur les matières premières. On a parlé beaucoup du gaz maintenant, mais il y a aussi le pétrole, et il y a aussi plein de matières premières, la nourriture, les métaux, etc. Et ça a créé encore une autre vague d'inflation. Et donc, on a des choses qui viennent s'accumuler comme ça, et qui créent une difficulté vraiment à stabiliser les prix. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que on a eu des chiffres qui ont été publiés hier, je crois, pour la France. L'inflation annuelle s'est réduite. On est passé, je crois, de 6, on l'a là sur l'écran, de 6,1 à 5,8. Et ça, c'est un signe que la situation semble se stabiliser. Aux États-Unis, on a aussi eu des signes qui montrent que l'inflation commence à se stabiliser. Et on a aussi beaucoup de matières premières, de produits de consommation, de frais de transport qui se sont littéralement effondrés au début de cette crise d'inflation. On parlait beaucoup du bois qui avait atteint des prix complètement déments, mais ça c'est beaucoup retombé. On a le pétrole qui est monté jusqu'à 130 $, je crois maintenant. Ce matin, il était à 89 $. On a en fait un espèce de glissement de l'inflation des produits de consommation vers l'énergie. Alors maintenant, on a le gaz, etc. Et aussi les services, où les gens recommencent à voyager, des choses comme ça. Une chose par rapport à la crise en Ukraine. Ça me paraît vraiment important pour les gens de le comprendre. C'est que on dit oui, bon, il y a une guerre en Ukraine, donc le pétrole et le gaz arrivent moins, surtout le gaz n'arrive plus chez nous. Donc le problème vient de là. Alors oui, il vient de là directement, mais en fait le fond du problème, en tout cas moi c'est ce que je me dis, c'est que les politiques qu'il y a eu en Europe, elles n'ont pas été ni prévoyantes ni responsables. Ça veut dire que on ne devrait pas, d'après moi, se retrouver dans une situation où parce qu'un pays qui est en tout cas pas un allié, qui est en tout cas pas un ami, au mieux il est neutre, on ne devrait pas se retrouver en difficulté parce que ce pays-là, parce qu'on est en conflit avec ce pays-là, et qu'il ne nous livre plus notre gaz. Donc, pourquoi on a quand même fait ça en Europe? Parce qu'on n'a pas voulu créer notre propre énergie nous-mêmes pour des raisons de conscience, qui sont à mon avis très discutables. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les écologistes ont dit il ne faut plus faire d'énergie en Europe, on peut faire du solaire et de l'éolien. Or, si vous regardez les faits, vous savez que ça ne suffit pas aujourd'hui pour alimenter nos besoins énergétiques. C'est notamment le piège dans lequel l'Allemagne est tombée en rejetant le nucléaire et aujourd'hui ils réouvrent les centrales à charbon. C'est exactement ça. Mais la France aussi est tombée dedans puisqu'ils n'ont pas... parce que sous la pression des écologistes, sous la pression aussi des gens, les gens ont peur du réchauffement climatique et donc ils demandent à ce qu'on fasse une transition. Mais évidemment, par démagogie, souvent, on va plus vite que la musique. Et on est allé trop vite aussi en France, parce qu'aujourd'hui, une partie de la crise énergétique qu'on a, et donc une partie de l'inflation, est liée au fait qu'en France, les centrales nucléaires, qui sont à mon avis une excellente chose pour la France, elles n'ont pas été entretenues comme elles auraient dû, parce qu'on allait en sortir, parce que ça pollue trop. Oui, sauf qu'il faut en sortir quand on peut se permettre d'en sortir, pas en se laissant prendre en otage par un pays neutre, ennemi, pas ami, on peut le qualifier comme on veut. Et donc il faut, à mon avis, bien prendre ça en compte, c'est qu'une partie de cette inflation, elle est aussi due à des politiques non productives, à la volonté des gens, il faut que chacun prenne sa responsabilité là-dessus, en tout cas ceux qui ont voté dans un certain sens, des gens et des hommes politiques et des femmes politiques, de ne pas avoir voulu vivre sur un continent dans lequel on crée sa propre énergie. Et l'énergie, c'est la base de l'économie. Donc aujourd'hui, voilà, il faut prendre ça en compte. Je finis avec une petite anecdote. C'est celle de la Norvège. En 2011, la Norvège a réussi à avoir une pénurie de beurre. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Non. Tu pourras aller regarder, je t'enverrai. Pourtant, j'aime bien le beurre, c'est pas faute de... Il y a un mec qui a fait le buzz à l'époque sur YouTube parce qu'il pleurait en ligne parce qu'il n'avait plus de beurre pour Noël en Norvège. Pour eux, c'est très important, culturellement, dans la période de Noël, on fait des biscuits, je ne sais quoi. Et en fait, ils ont réussi à avoir une pénurie de beurre parce qu'en Norvège, il y a un protectionnisme autour des produits laitiers. Tout est produit en Norvège, donc s'il y a un problème en Norvège, que la météo n'est pas bonne, il n'y a plus de beurre. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important pour les gens de comprendre, c'est que quand vous avez ce genre de politique un petit peu à courte vue, un petit peu démagogique, vous vous retrouvez fatalement, tôt ou tard, avec des pénuries. Et là, on a une pénurie d'énergie parce qu'on a préféré faire plaisir politiquement aux gens plutôt que de leur dire la vérité. Et c'est ce qui s'était passé en Norvège. On a préféré leur dire que c'était possible de défendre les intérêts de tous les paysans et d'avoir du beurre. Mais en fait, c'est pas possible.
Donc moi je dis souvent, peut-être un économiste l'a sûrement dit avant moi, c'est qu'un gouvernement est capable de créer une pénurie de sable dans le désert. C'est vraiment, je pense, cette idée-là qu'il faut garder en tête, et qu'aujourd'hui, s'il y a des leçons à tirer de ce qui se passe avec l'inflation, c'est qu'on a des vrais leviers pour être un pays qui est productif en fait, et qu'une partie de ce qui nous arrive aujourd'hui était évitable. Dernier point, juste pour terminer là-dessus, maintenant on a cette inflation qui est là, et en fait la Banque Centrale Européenne, et c'est ça qu'il faut comprendre, elle va monter les taux, c'est-à-dire qu'elle va augmenter le coût de l'argent, ça va être plus cher d'emprunter de l'argent. Elle fait ça pour faire ralentir l'économie, pour que les prix baissent. Donc il y a à la fois la hausse des prix qui va faire pression sur l'économie, et l'économie va peut-être ralentir naturellement, mais il y a aussi la BCE qui va activement augmenter les taux, ce qu'on appelle le resserrement monétaire, pour faire en sorte que l'inflation disparaisse. Mais je pense que l'inflation, elle est là pour les raisons que je viens de donner pour un certain temps. C'est long de corriger tous ces problèmes d'offre et de demande. Pour ce qui est de l'énergie, on est en train de payer quelque chose qu'on prépare depuis 30 ans, et on va le payer pendant 10 ans probablement. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. De toute façon, sur l'euro, on va continuer, mais c'est vrai qu'avec tout ce que tu dis, ça me donne quand même une impression qui est peut-être celle de beaucoup de spectateurs. On bricole, en vérité, on navigue à vue, et j'ai l'impression que quand on suit les propos de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, d'après lui, ça fait 3 mois qu'on est au pic de l'inflation. Et 3 mois de pic, c'est un plateau. En fonction des chiffres de l'inflation, mais aujourd'hui, on est dans le pic de l'inflation. Et ce pic de l'inflation va encore durer quelques semaines, voire quelques mois. Il y a la guerre en Ukraine, le blocage chinois, donc le pic inflationniste dans lequel nous sommes aujourd'hui va encore durer quelques semaines ou quelques mois. Et ils ont des promesses où on a l'impression qu'il n'y a plus, en vérité, il n'y a plus de pilote à bord, quoi. Il n'y a plus de maître à bord, et on ne sait plus vraiment où on va, et je comprends bien avec tout ce que tu dis, mais je comprends encore moins les propos d'un ministre de l'économie qui semble un petit peu dépassé, qui voit un pic depuis 3 mois. On a une situation d'inflation, comme tu l'as dit, qui n'est pas née avec la guerre, qui est d'abord née avec le Covid, et on bricole, quoi. Et on parle de pénurie pour préparer les esprits. Par exemple, récemment, ça me fait penser à un article, c'était sur BFM TV il y a quelques jours, il y avait des cas de salmonelle sur des biscuits, des granolas et autres pour citer les marques, et le titre de l'article c'était pénurie, biscuits, machin et tout. Et donc, alors que pas du tout. Enfin, on n'est plus dans le registre économique, mais on sent quand même qu'on prépare les esprits à ça, parce qu'on ne sait pas vraiment où on met les pieds. Alors ça, c'est exactement ce qui me fâche dans cette histoire, en particulier pour l'énergie. C'est qu'effectivement, moi je suis en Suisse, et il y a la même chose qui se passe dans les médias suisses. On utilise ce terme de pénurie. C'est vrai, c'est une pénurie, mais c'est la vérité. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. La pénurie, oui, elle arrive, on fera ce qu'on pourra. Mais en fait, ce que les journalistes devraient aujourd'hui demander, c'est pourquoi on en est arrivé là. Et on en est arrivé là exactement pour ce que je viens de dire, parce qu'on n'a pas voulu faire des centrales nucléaires, parce que les Allemands ont coupé les leurs, n'ont pas voulu en construire. En Suisse, on a un moratoire, on ne peut plus faire de centrales nucléaires. En France, on ne les entretient plus, on prévoit d'en sortir. Le gaz, il y a un oléoduc là, enfin un gazoduc qui devait passer entre l'Espagne et la France, jamais été construit pour des obscures raisons, je n'ai pas le détail. Mais aujourd'hui, on regrette ça. En Autriche, ils ont des projets d'aller chercher du gaz. On ne peut pas, ça ne va pas, ça traîne depuis, depuis très longtemps. Et en fait, on est dans un système où on ne peut rien faire. On ne peut pas faire du gaz. On ne peut pas faire du gaz de schiste. On ne peut pas faire du pétrole. On ne peut pas faire du charbon. On ne peut pas faire du nucléaire. On ne peut rien faire. On peut faire du solaire et de l'éolien. Mais le solaire et l'éolien, même si on mettait tous les moyens de l'univers, ça ne suffit pas. Mais ce qui rend en plus le comportement européen de faire les beaux devant les Russes, à dire nous, on n'a plus besoin de l'énergie russe, on va s'en passer, ce qui rend ça encore plus fou. C'est suicidaire, en fait. Exactement. En fait, c'est un manque de réalisme. Et je pense que les hommes politiques, mais aussi, encore une fois, aussi les électeurs, vous ne pouvez pas dire « Ah oui, non, mais c'est le maire ou je ne sais qui ». Non, les gens ont voté pour les écologistes. Même à droite, c'est pas le plus grand combat de la droite, c'est pas il faut qu'on fasse de l'énergie. Il n'y a personne qui a dit ça. Parce que c'était trop facile de dire « Ah ouais, mais le réchauffement climatique, ça pollue, nanana, on est tous verts ». Oui, mais en fait, on peut être vert et aussi réaliste. Et probablement que c'est surtout un manque de vision. Pour ce qui est de prédire l'inflation, évidemment, c'est pas possible, c'est très difficile. On voit l'inflation, dans les chiffres, elle a baissé là, ce mois-ci, mais encore une fois, c'est un chiffre qui est annuel, qui ne présente pas tous les angles en fait, sous lesquels on peut voir ça.
Je pense que si les gens doivent retenir quelque chose, c'est qu'en économie, il y a beaucoup d'incertitudes. Les gens qui vous disent que l'économie, c'est une science dure, je pense qu'ils n'ont pas compris de quoi on parle. Il faut savoir rester modeste, il faut savoir regarder les faits. Alors, est-ce que l'inflation va baisser ou monter? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une partie du problème qu'on a aujourd'hui, pour les raisons que j'ai données là, qui aurait pu être évitée si on n'avait pas fait de la politique trop idéologique et trop axée sur probablement la décroissance, parce qu'on a dit que c'était des politiques qui étaient écologiques, qui étaient pour lutter contre le réchauffement climatique, mais ça reste encore à prouver que les centrales nucléaires ne sont pas une solution. Donc on peut se dire que les politiques écologiques, en fait, n'étaient pas des politiques écologiques, c'était des politiques anti-productivistes, c'est-à-dire contre la production de choses, mais sauf qu'on est allé le chercher en Russie, justement, à la place. Donc, il faut bien que ça vienne de quelque part au bout d'un moment. Et là, on a voulu avoir le beurre et l'argent du beurre, comme les Norvégiens. Oh là, magnifique. Oh là, il est fort. Il est fort, il est retombé sur ses pattes tel un félin. Et du coup, tout ça nous amène à un peu le deuxième grand thème de l'échange qu'on a. Sur l'euro, t'en as parlé, et il y a eu un peu un tremblement de terre. Je ne sais pas si nos amis ont suivi. L'euro est passé pour la deuxième fois sous le dollar, ce qui est quand même énorme. C'était pas arrivé en fait quasiment depuis l'entrée de l'euro sur les marchés en 2002. Enfin 2000 pour les marchés et 2002 dans le portefeuille des gens. Est-ce que ça c'est un vrai tremblement de terre? Qu'est-ce que ça met en lumière? Le fait que finalement tout ça profite quand même beaucoup aux États-Unis, parce que le fait que l'Occident se détache de la Russie, les États-Unis ont plus de facilité à refourguer leur énergie à eux. Comment toi tu t'interprètes cette affaire-là? Alors, l'euro, c'est une question qui est vraiment compliquée, parce que en fait, c'est une monnaie qui est unique pour des économies qui sont différenciées. Les États-Unis, c'est un grand pays qui a une seule monnaie, certes, qui a des États qui sont relativement indépendants, mais qui est un pays unique, avec des politiques uniques, avec des directions relativement qui se ressemblent, je dirais. Et donc ça, c'est le défi de l'euro, et beaucoup d'économistes ont critiqué l'euro en disant que l'Europe était trop morcelée et les économies étaient trop différenciées pour que ça fonctionne bien. Et effectivement, on a toujours ce débat, les Allemands qui ont une économie tournée vers les exportations, l'euro qui est trop cher pour les petites économies, etc. Donc ce qui est en train de se passer, c'est en fait, les monnaies, elles répondent un petit peu comment dire, au niveau d'assurance que les acteurs économiques ou que les gens ont sur telle ou telle économie. Et on en revient à ce qu'on disait avant. Aujourd'hui, l'Europe, elle n'a pas été visionnaire sur son économie. Que ce soit pour l'énergie, mais moi, je dirige une entreprise, et tous les jours, je vois des législations européennes à marcher sur la tête, complètement perchées. Et on voit, en fait, qu'elles sont conçues, ces lois, par des gens qui, moi c'est la conclusion que j'en tire, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font en fait. Qui pensent que telle chose n'est pas bien, donc ils font une loi en 35 pages, en prenant conseil chez différents experts, et puis ils envoient ça dans toute l'Europe. Et puis ça vous empêche de travailler en fait. Et je pense que l'Europe, elle a un problème. C'est pas un problème de l'euro d'après moi. Alors ça, c'est pour répondre directement à la question, c'est pas un problème de l'euro. Parce qu'on a parlé de la paire euro-dollar, mais en réalité, il n'y a pas que ces deux monnaies-là. Et c'est pas l'euro qui s'effondre, c'est le dollar qui monte beaucoup. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les moments de crise et dans les moments difficiles comme maintenant? Les gens se réfugient vers le dollar. Naturellement, parce que le dollar, malgré tout ce qu'on entend, ça reste une monnaie refuge, comme le franc suisse. Et comment on sait ça? Parce que le dollar a monté face à l'euro, mais il a aussi monté face à la couronne suédoise. Et la couronne suédoise, elle a baissé par rapport à l'euro. Donc en ce moment, l'euro est plus fort que la couronne suédoise. Donc mon point, c'est qu'il y a un problème en Europe, il n'y a pas un problème sur l'euro. Mais sur le fond, sur le long terme, l'euro baisse par rapport aux monnaies fortes. Donc il y a un problème structurel de long terme, qui n'est pas vraiment un problème, il y a plutôt une tendance de l'euro à perdre de sa valeur parce qu'il y a des problèmes économiques en Europe, et puis l'économie, les Américains sont beaucoup plus réalistes sur leur économie, et ils font le taf. Ils fabriquent leur énergie, ils font du gaz de schiste, ils font ce qu'il faut. Alors ils ont une réalité géographique qui les aide à faire ça. Mais n'empêche que cette baisse de l'euro, elle est due aussi à cette guerre qui se passe à nos portes, qui crée du risque,
à la force historique du dollar. À noter que le yen a aussi perdu face au dollar. Et une des raisons... Le yen qui est la monnaie, pour du préciser, qu'on Japon, confond c'est la Japon monnaie et du yuan, la Japon, Chine. voilà, tout à fait. Et donc comparativement au dollar, quasiment tout le monde baisse, sauf des monnaies comme le franc suisse, des monnaies refuges comme ça. Les premières victimes, ce sont avant tout les pays en développement. Leur monnaie à eux, elle souffre beaucoup dans des conditions comme ça parce que beaucoup de dettes dans les pays en développement sont libellées en dollars. Pour les importations, ça devient très difficile. Parce que vous importez en payant en dollars. Et donc, ça devient difficile pour vous d'importer des produits. Donc, vous avez une inflation encore pire, bien pire que ce qu'on a chez nous. Et ça, c'est un vrai risque. Moi, je regarderais, pour les paires de devises, je ne regarderais pas tellement du côté de l'Europe, je regarderais du côté des pays en développement qui peuvent se retrouver avec des difficultés pour acheter simplement de la nourriture ou de l'énergie. Et on est en train de voir les premiers signes. S'il faut regarder un peu ce qui se passe ailleurs qu'en Ukraine, ailleurs qu'aux États-Unis et ailleurs qu'en Europe, il commence à y avoir des émeutes, etc. Oui, et puis même aussi en Europe, on en a parlé aux Pays-Bas avec les agriculteurs suite à une décision européenne par rapport à l'azote qui allait faire fermer énormément de production de fermes, en gros, de la ferme agricole. C'est le cas en Belgique maintenant, depuis hier, c'est hier avant-hier, il y a une petite ville qui a été bloquée, des agriculteurs qui ont voulu rentrer dans la mairie. Et justement, tu l'évoquais un petit peu par rapport à tout ça, la zone euro, on l'a dit tout à l'heure, il y a un comportement l'Union européenne, il y a un comportement qui semble presque un petit peu suicidaire. Est-ce que c'est un peu le dernier chant du cygne où on voit que tout se pète la gueule et que globalement c'est un grand débat qu'on a souvent sur Juste Milieu avec les spectateurs, sur des gens à la tête de l'Union européenne qui semblent avoir perdu les pédales. Je pense à Ursula von der Leyen par exemple, une dame qui factuellement n'est pas une dame élue, qui engage toute une union dans la guerre, qui prend des décisions économiques qui va à l'encontre de certains peuples, donc d'où les révoltes qu'on peut avoir aujourd'hui, et qui pourtant fournit des masses d'argent considérables dans le cadre du conflit entre l'Ukraine et la Russie. À quoi ça ressemble à ton avis ? Est-ce que tout se pète la gueule et ils tentent le tout pour le tout dans un comportement presque kamikaze, ou ça a du sens ? alors là, je reconnais une tendance de réflexion que je vois beaucoup en ce moment, qui est très anti-européenne. Et en fait, la question que tu me poses, c'est plutôt c'est ce qu'on appelle en anglais le wishful thinking, c'est que je déteste tellement l'Europe que je veux que ça s'effondre. Et je pense qu'en fait, on en est très très loin. Alors moi, je dirais anti-politique depuis toujours, donc j'ai un grand scepticisme devant les élus de toutes sortes. Je suis pour une décentralisation maximale. J'ai parlé tout à l'heure de ce que je pense de la bureaucratie européenne. Je pense qu'il y a des énormes problèmes là-dessus. Maintenant, il n'y a pas de raison de penser, en fait. Encore une fois, il faut regarder les faits. Aujourd'hui, quels faits on a pour nous dire qu'il y a des problèmes tellement graves qui remettent en cause l'Union européenne ? Aujourd'hui, les gens, encore une fois, il faut toujours revenir aux gens, les gens, ils élisent des pro-européens, ils élisent pas des... C'est effectivement ce que dénonce un François Asselineau, par exemple, politiquement, depuis très longtemps. Maintenant, donc, il n'y a pas de raison de penser que tant qu'il n'y a pas un grand mouvement global sur beaucoup de pays, alors on fait un peu de la prospective là, mais il faudrait que beaucoup de pays ensemble décident de ne plus faire partie de l'Union européenne. Maintenant, il faut comprendre que l'Union européenne, elle a un sens. Et ce sens, il remonte loin dans l'histoire. Peut-être que le problème de l'Union européenne, c'est pas d'exister, c'est la manière dont c'est fait. Et c'est là qu'il y a une limite un peu dans ta question, c'est que on sait que ça va pas exploser. Par contre, c'est pas forcément blanc ou noir, c'est pas forcément Union européenne, pas d'Union européenne. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu d'exemples dans l'histoire qui nous disent qu'il est possible de revenir en arrière sur des choses comme ça. Bah, pour nourrir la discussion, tu as comme la Grande-Bretagne. Avec le Brexit, on avait dit ça va être les plaies d'Égypte en Grande-Bretagne, le pays va exploser du jour au lendemain, ils vont quitter l'Union européenne. Et de la même manière que je pensais que ça aurait été une erreur historique, mortelle, pour l'Europe si nous avions laissé partir la Grèce de la zone euro, je crois que dans la période que nous vivons, voir partir la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait un drame. Finalement, c'est la Grande-Bretagne, elle n'est pas dans l'euro. Oui. Elle n'est pas dans l'euro. Question bête, réponse bête. Mais voilà, je défends un petit peu cette Europe, mais moi je suis suisse et je pense que le jour où la Suisse n'est pas rentrée dans l'Union européenne, c'était la meilleure décision de tous les temps, quoi. Mais maintenant, encore une fois, faut
être réaliste. L'euro, plus ça fait longtemps qu'il existe, plus il est légitime, solide, plus les gens s'y sont habitués, même s'il y a du mécontentement. Mais en fait, pendant le Covid, par exemple, on a eu des eurobonds, on a eu des politiques européennes très en fait, fortes, des décisions fortes, et puis une solidarité européenne. Ce qui se passe aussi avec l'Ukraine, alors on peut en penser ce qu'on veut, mais en attendant, l'Union européenne, moi je ne l'ai jamais vue si solide et si unie dans une cause. Et en réalité, ça veut dire que qu'est-ce qui pourrait casser ça demain? Ce qui pourrait casser ça demain, c'est un énorme cataclysme économique, et ça c'est pas à exclure, hein, bien sûr. Mais c'est comme les gens qui vous disent que vous allez avoir un crash historique comme 1929, donc 1929 le plus grand crash de tous les temps. Demain, ils vous répètent ça, comme s'ils avaient fait une analyse, mais en réalité c'est juste ce qu'ils craignent ou ce qu'ils espèrent, mais ça ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe, parce que vous avez plein de pays qui ont des difficultés qui sont semblables à l'Europe. Pour autant, on ne va pas se dire que ça veut dire à la fin de ce gouvernement-là. En Europe, on n'est pas encore au stade où on va avoir des émeutes de la faim. Ce qui se passe en Hollande, je pense que c'est une réponse à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est des gens qui se rendent compte, et c'est des poches en fait, parce que souvent, voilà, les agriculteurs, c'est des gens qui, moi j'habite en campagne, qui réfléchissent différemment, qui votent différemment, qui sont concernés beaucoup plus directement par certaines politiques, qui tirent la sonnette d'alarme. Et en fait, c'est pas du tout la même chose que d'avoir une foule qui rentre à l'Élysée parce qu'il n'y a plus de pain. Et en Europe, on est très 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 loin de ça, malgré ce que beaucoup de gens veulent faire croire. Et là encore, c'est à chacun de faire son boulot. Enfin, si vous voulez savoir où en est réellement l'Europe, plutôt que de vous dire « Ah, je veux que ça tombe, donc ça tombera », eh ben, il faut aller regarder qu'est-ce qui se passe réellement dans l'économie. Aujourd'hui, il y a un problème sur le gaz, par exemple. Si on va dans le détail, on voit que ce ne sera probablement pas l'apocalypse, ce sera peut-être difficile, mais en réalité, les gens conserveront un niveau de vie qui sera suffisamment légitimement pour le système en place. Et puis l'euro, il baisse, mais c'est quelque chose qui se passe pour beaucoup de monnaies, c'est pas dramatique pour une monnaie de baisser. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anti-européens qui se plaignent qu'ils ne peuvent pas baisser la valeur de la monnaie. Mais aujourd'hui, maintenant que l'euro baisse, ils disent que c'est l'euro qui ne marche pas. C'est pas faux. Voilà. Ouais, mais après, je suis quand même obligé de rappeler ces arguments, parce qu'il y a l'aspect économique, effectivement, on est là autour de cet aspect-là, mais sur l'aspect plus politique de l'Union européenne, tu parlais de solidarité tout à l'heure, disons que j'ai du mal à avoir de la solidarité quand on tord le bras à quelqu'un et qu'on ne lui laisse pas le choix. On voit que l'Union européenne prend des décisions qui, effectivement, économiquement, tiennent la route, et on n'est pas dans une phase de catastrophe, pas encore, et peut-être que ça n'arrivera jamais, j'espère. Mais on voit quand même qu'il y a une forme de répression sur les Pays-Bas, on a quand même tiré à balles réelles sur les gens. Ce qui avait déjà été le cas à Rotterdam au moment de manifestations contre le vaccin. Tu disais que les gens ont voté pour entrer dans l'Union européenne. Factuellement, c'est faux. En tout cas pour la France, pour l'Irlande, pour certains pays qui avaient voté contre. Selon un sondage publié par Le Figaro, si c'était à refaire aujourd'hui, 62% des Français voteraient contre le traité européen. Le traité de Maastricht, c'est que finalement ils sont entrés par Nicolas Sarkozy, pour qui lui avait été élu. Oui, mais tous les 4 ans, ils peuvent élire Marine Le Pen. Tu vois, mais qui, pour le coup, ne veut pas du tout sortir. Voilà, même elle a complètement c'est ce que je veux dire. Ça donne raison, mais je trouve qu'il faut quand même mettre en lumière aussi le fait que sur l'aspect politique de l'Union européenne, il y a une tournure qui est prise, qui pose question. La politique, par exemple, sanitaire, on a vu que les États ne décidaient plus rien. C'était décidé à Bruxelles, et le débat du pass sanitaire, par exemple en France, s'est posé alors que c'était déjà décidé à Bruxelles, et en vérité c'était un faux débat. Donc ce sont deux aspects différents, mais à voir jusqu'où ils vont l'être. Alors là on rentre dans la politique, c'est plus mon domaine. Mais moi mon avis là-dessus, et en fait je te rejoins totalement, donc moi comme je l'ai dit, je suis pas pro-politique, donc je suis pour la décentralisation, je suis pour l'autonomie des gens, mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste le fruit de toute notre histoire depuis 50 ans, quoi. Les gens veulent être protégés, veulent des lois fortes. Pour moi, tout ce qui se passe là, en fait, c'est un problème vraiment de fond qui est très difficile à résoudre, parce que, oui, il y a ça tire à balles réelles. Hey, والله رايح
Mais ça semble pas déranger les Néerlandais, bizarrement. Oui, Pourquoi ? Ouais, Et ça, c'est un énorme problème, c'est que les gens ont complètement internalisé cette idée qu'il faut un gouvernement pour nous protéger. Et moi, je suis personne pour leur dire que c'est pas la bonne chose à faire. Mais ce qui se passe en Europe, il se passe la même chose en Chine, beaucoup plus rapidement, alors que c'est un système complètement différent. Il se passe la même chose aux États-Unis. En fait, il se passe la même chose un peu dans le monde entier. Je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui beaucoup de pays qui sont dans une direction de libéralisation réellement de leur système ou de leur économie. Et d'ailleurs, ça va tellement loin que vous avez des gens qui viennent vous dire « Ah, mais en fait, il faudrait faire plus comme la Russie et la Chine parce que ça file plus droit. » Je ne sais pas s'ils ont raison ou ils ont tort. Par contre, ça veut dire que on ne peut pas en même temps dire que l'Europe est trop autoritaire et dire que la Chine est un exemple. Donc, c'est quelque chose... Moi, je me sens un peu prisonnier de tout ça. En plus, depuis ma fenêtre en Suisse, où on est encore un petit peu... Ouais, on est en retard sur l'autoritarisme. Là, on va se rattraper. J'observe ça avec un sentiment beaucoup d'impuissance et effectivement, le jour où ça s'arrête, et où si ça peut s'arrêter en Europe, on parlait de l'Union européenne, si un jour ça s'arrête, ça va s'arrêter évidemment dans un moment de tension extrême. On parlait de balles réelles tout à l'heure. Eh ben ça c'est encore rien du tout. Moi, je pense qu'on est très loin d'une situation comme ça. Mais si ça arrive, ce sera extrêmement violent. En tout cas, je ne vois pas comment ça peut... Il y a des parlements, enfin, je ne sais pas comment ils s'appellent, ceux qui sont au Parlement européen anglais, là. Ouais. Il y en a un qui est venu leur dire, là, un de ces libéraux, qu'un jour, il y a des gens qui allaient rentrer dans ce Parlement et qui allaient pendre des non-élus ou des élus. Et en fait, c'est comme ça que se passent les révolutions. Mais, encore une fois, cette question-là, de mon point de vue économique à moi, enfin... C'est beaucoup de la prospective et c'est en fait on ne sait pas comment tout ça va évoluer, on peut juste constater la direction dans laquelle ça va, se dire que c'est pas bon pour l'Europe d'étouffer son économie de manière générale, surtout pas à coup de fusil, et que on peut que espérer que peut-être les journalistes, comme on en revient à la discussion du début, posent les bonnes questions, parce que c'est comme ce qu'on disait sur l'énergie, aujourd'hui ils ne devraient pas attaquer le gouvernement parce qu'il parle de pénurie ou de fin de l'abondance. Il devrait venir demander à chaque homme politique « Mais qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour que maintenant on ait de l'énergie ?» Et puis comment vous faites votre mea culpa sur le fait que vous avez été soit pour la réduction de la production d'énergie en Europe, soit silencieux. Et donc, c'est une question vraiment... Et puis chaque électeur, en fait, devrait se poser cette question-là. Alors les écolos, ils vont vous dire « Ah oui, mais c'est parce qu'on consomme trop, il suffit de moins consommer. » Mais pas manger de viande maintenant. Voilà, pas manger de viande, prendre des douches plus courtes. Eux, leur programme, en fait, il est en train d'avancer. Ils disent qu'ils ne sont pas contents des pénuries, mais en réalité, c'est leur programme. Donc, oui, c'est la décroissance. C'est la décroissance. Oui, donc eux, c'est les seuls qui sont contents. Donc eux, ils vous diront que c'est très bien. Mais par contre, tout le reste du spectre politique, il me semble, a envie que les citoyens vivent dans une certaine abondance. C'est encore pas un gros mot de vouloir vivre dans l'abondance, moi, il me semble. Mais maintenant, encore une fois, voilà, ne pas oublier que nous avons mis en place ces politiques-là et que chacun doit faire son autocritique, en fait, là-dessus. Affaire à suivre là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines émissions. On va boucler celle-ci, la grande première, avec un peu le point marché, si ça te dit un peu le... Ça va, le point marché. Voilà, on conclut. On n'a pas parlé... sur la question d'investissement, ça c'est ton véritable dada, donc... En deux mots, c'est pas facile après toutes les discussions qu'on vient d'avoir, très intéressantes. Sans transition, cette cascade est réalisée par un professionnel. Alors, aujourd'hui, les marchés, ils sont dans une situation où il y a d'un côté l'inflation qui pèse, qui est une menace alors pour les consommateurs, pour la croissance, pour les actions de croissance, et il y a le risque de récession, qui est la deuxième chose à regarder. Donc d'un côté, on a l'inflation, de l'autre, le risque de récession, et au milieu de tout ça, on a les banques centrales qui sont en train d'augmenter petit à petit les taux. La Banque centrale américaine est en avance, elle a plus augmenté ses taux, ce qui explique aussi pourquoi le dollar est plus fort. Parce qu'ils ont pu plus vite augmenter leurs taux, ce qui attire encore des dollars sur cette monnaie-là. Et donc, on a une espèce de duel
où petit à petit, tant qu'il y a de l'inflation, les banques centrales vont augmenter les taux, ce qui va peser sur les marchés. Si l'inflation commence à se réduire, on va avoir les marchés qui vont commencer à souffler. Si on a une récession, c'est-à-dire que si l'économie se contracte, si l'activité économique se réduit, on va avoir probablement un moment difficile, mais ça c'est à double tranchant parce que dès que les banques centrales voient qu'il y a de la difficulté économique, elles baissent les taux, ce qui relance aussi les marchés. Donc on est un petit peu dans ce moment de virage. Là on a une longue période très difficile sur les marchés parce que l'inflation augmentait, on savait que ça allait dans cette direction plus ou moins. Et puis maintenant on est dans ce moment où ça semble faire un pic dans beaucoup d'économies. Et il y a ce problème du gaz qui est un peu, qui vient encore mettre de l'incertitude là-dedans. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Tout ça mis ensemble, ça fait que voilà, aujourd'hui les investisseurs ils observent l'inflation, comment elle évolue chaque fois qu'il y a une annonce des chiffres de l'inflation, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, en France. Et puis ils observent aussi les annonces des banques centrales. On va avoir des hausses de taux là. La semaine passée, il y avait un événement important qui s'appelle Jackson Hole, où les banquiers centraux ont parlé, en particulier américains. Ils ont confirmé qu'ils allaient continuer à taper, ce qui a fait baisser les marchés récemment. Et donc, on observe banque centrale, inflation, croissance économique, récession. Et puis, la manière dont ces choses-là vont bouger fera bouger les marchés en fonction de cette évolution-là. Okay. Aujourd'hui, on est plutôt dans un moment où les marchés sont tumultueux, donc pour les investisseurs de très long terme, c'est pas une mauvaise idée d'investir maintenant, s'ils auront du temps devant eux, et puis les fesses un petit peu solides, mais c'est toujours difficile d'investir, de choisir le moment auquel on investit en fait, et de trouver le point bas. Donc, dans l'incertitude, beaucoup ont peur, mais en théorie, c'est pas le pire moment. C'est en tout cas un moins pire moment, évidemment, qu'il y a 12 mois, au moment où c'était l'euphorie boursière, notamment, parce que les gens étaient enfermés chez eux avec ce Covid et tout ça. Donc voilà pour les marchés. Eh ben, on refera le point dans 15 jours pour poursuivre tout ça. Merci beaucoup Lucas, on arrive au bout de notre première émission. Alors n'hésitez pas, c'est la première, on a besoin de vos commentaires, des retours sur le format, sur les idées, sur les thèmes que vous voudriez qu'on aborde dans les prochaines émissions. Et puis si vous voulez suivre les analyses d'investissement, de marché de Lucas, il y a un lien pour suivre, il vous envoie des lettres, c'est sympa comme tout, par mail bien sûr. Le lien dans la description de la vidéo, vous connaissez la maison. Nous, on va se retrouver d'ici 15 jours, voilà, c'est le rendez-vous. En termes de calendrier, on ne peut pas plus simple. Merci d'avoir été là pour cette première émission, n'hésitez pas à vous abonner, vous connaissez ça, c'est classique, on radote. Lucas, merci beaucoup. Merci à toi. Rendez-vous dans grand plaisir. Jours. À très bientôt. À bientôt.